Merci à tous d'être présents ce petit déjeuner. L'intitulé de ce petit déjeuner, donc c'était savoir si les citoyens étaient le. On se pose cette question, hein, c'est pas, on va pas répondre oui ou non, mais en tout cas, enfin en partie, c'était de savoir ce questionnement, les citoyens sont le réel moteur de la transition bas carbone. Donc c'est ce qui va rester tout en filigrane de ce petit déjeuner. Voilà, on va parler des perspectives, des enjeux, des ordres de grandeur qui sont associés au comportement individuel et à l'action citoyenne. Je me présente, je suis Benjamin Boissery, donc je suis chargé de projet énergie-climat à l'association Bilan Carbone. Je suis en charge de l'animation de ce petit déjeuner. C'est maintenant le septième de l'association Bilan Carbone. On essaye plusieurs fois par an d'organiser des petits déjeuners thématiques en lien avec des problématiques GES. Donc, on a fait des petits déjeuners biodiversité, économie circulaire. Là, on s'intéresse à l'action citoyenne aujourd'hui, mais voilà, on essaie toujours de faire le lien des gaz à effet de serre avec d'autres problématiques élargies. L'ordre du jour, très rapidement, je vous présente l'association Bilan Carbone et une introduction très brève des enjeux un peu ou du contexte surtout dans lequel nous nous trouvons. Et ensuite, on a vraiment la table ronde, la présentation avec trois intervenants aujourd'hui. Donc, on a César Dugast, co-rédacteur de la publication Faire sa part, le pouvoir et les responsabilités des individus, de l'État et de l'urgence climatique, donc du cabinet de conseil Carbone 4. On a Tom Nico, bénévole au sein d'Avenir Climatique, qui présentera justement les travaux, enfin les actions d'avenir climatique en lien avec les actions individuelles, l'action citoyenne, la sensibilisation, l'acclimatation aux problématiques énergie-climat et qui présentera le travail qu'on a effectué avec eux dans le cadre d'un partenariat. On a mis en place une troisième, enfin c'était la troisième saison d'un MOOC sur les freins à la transition, essayer de, de faire, de sensibiliser un peu et d'acclimater les gens à la transition et aussi à ce qui freine cette transition, essayer de comprendre pourquoi. Et enfin, on aura Martha Régnier, donc intrapreneur à Ecolab au sein de l'ADEME et qui abordera les problématiques des données et de la data qui est mise au service de la transition individuelle. Voilà, donc il présentera les projets qui ont été faits et également le futur de leurs actions. Et on gardera évidemment, je l'ai dit, un temps d'échange avec la salle. Donc l'association Bilan Carbone, très rapidement, depuis 2011, c'est une structure qui est très liée d'ailleurs, qui est vraiment intrinsèquement liée au bilan carbone, premièrement, qui a vu le jour en 2011, suite au transfert de compétences de l'ADEME de cette méthodologie du bilan carbone, et elle-même ayant vu le jour bien auparavant, au milieu des années 2000. Et depuis 2011, l'ABC s'est développé, a étoffé sa gamme d'outils à disposition des organisations comme des territoires. Et elle a pris, on va dire, une envergure un peu plus internationale quand elle s'est associée à des partenariats, un partenariat européen notamment sur le projet ACT, Assessing Low Carbon Transition. Donc voilà, l'ABC est maintenant organisme formateur de cette méthode et on a depuis quelques temps, très récemment, changé l'objectif de l'ABC. On a une transition vraiment vers l'intérêt général et on œuvre, le but de l'ABC devrait à tous les niveaux, à la transformation bas carbone et à la transition bas carbone à tous les niveaux. Et pour cela, on a plusieurs axes, quatre axes, donc une mise à disposition des organisations, les outils et les méthodes adéquates pour assurer leur transition. Donc c'est notamment là-dedans qu'on trouve la méthodologie bilan carbone territoire, l'outil SMGES, enfin, voilà, l'ensemble de la gamme d'outils qu'on porte. On a pour but d'essayer de fédérer les expertises et les parties prenantes de la transition. Donc c'est notamment au sein des groupes de travail qu'on anime, qu'on trouve cette expertise. Donc on essaye notamment très récemment d'animer un groupe de travail qui est toujours en recherche de partenaires sur la valorisation des actions de transition, comment on évalue et comment on valorise une action qui agit en faveur de la transition bas carbone. On a un troisième pilier qui est donner accès à un maximum d'actualités sur les enjeux bas carbone, et c'est un peu dans ce cadre-là que se place ce petit déjeuner, vraiment fédérer c'est aussi de la fédération, mais voilà, on donne accès on diffuse l'information énergie-climat, on sensibilise, on acculture, exactement, et au niveau international, comme on l'a vu, avec des projets comme ACT ou
également le projet Clean Foot où l'ABC était porteur de ce projet et qui consistait à un peu transférer la compétence énergie-climat, la compétence de comptabilité carbone française au sein de partenaires européens. Très rapidement pour l'ABC, je vais maintenant rentrer un peu plus dans le, enfin vraiment survoler le contexte pour laisser après tout de suite parler intervenir nos présentateurs. Voilà, donc quand on parle de transition écologique, transition énergétique, transition bas carbone, on a quand même plusieurs visions qui se côtoient. Elles sont complémentaires, elles sont complémentaires les unes des autres et il n'y a pas vraiment de démarche fausse ou vraie, mais en tout cas elles ont le mérite d'être présentes et il y en a une notamment qui fait la part belle aux injonctions et aux changements individuels, vraiment à pousser vers l'éco-consommation et les changements doivent venir de ces consommateurs qui doivent devenir des consommateurs. C'est c'est une, c'est une chose concrète, une chose qui a un poids en effet dans la transition, mais cependant, elle est souvent, donc c'est un message qu'on entend souvent dans des forums ou porté par des entreprises qui estiment que le changement doit venir d'abord du consommateur pour qu'elles-mêmes changent leur modèle d'affaires. Le problème, c'est qu'on a souvent une confrontation à la contradiction du message avec notamment des publicités, mais aussi d'autres vecteurs de communication qui sont en contradiction complète. Et on a notamment qui en fait pousse complètement à une sorte de surconsommation et qui évite qui empêche cette sobriété, on va dire ce qu'on pourrait caractériser un peu comme un frugalisme dans la consommation. Donc on a notamment des pubs et en fait ce message contradictoire il marche et donc là j'ai pris l'exemple des SUV mais c'est un cas parmi tant d'autres. Il marche à tel point que on se retrouve avec très récemment sur la part de vente de SUV qui a explosé en 10 ans. C'est-à-dire que ce message quand bien même contradictoire à l'injonction au changement individuel, il réussit. Donc c'est, on va dire, une vision qui est scalée. Elle a des fondements de vérité, mais elle est confrontée à un message assez contradictoire. Et de l'autre côté, on a vraiment enfin, c'est assez, je suis assez binaire. Hein. Il y a évidemment d'autres nuances et j'en serais ravi de discuter avec vous après sur le temps d'échange. Mais en tout cas, on a aussi une autre vision qui essaye de replacer en fait l'action citoyenne et les comportements individuels dans un environnement socio-technique élargi, c'est-à-dire que le citoyen, l'individu et son acte de consommation, c'est un facteur parmi d'autres, et que de nombreux choix sont indépendants de nos volontés. Donc c'est là-dessus notamment qu'on a vu arriver depuis quelques années des recours contre l'État, voire même contre des grandes entreprises, et des articles de presse fleurir disant que cibler justement ce geste individuel plutôt que un fonctionnement économique global pouvait être risible dans le cadre de cet article, mais était anecdotique. Voilà. Donc c'est des choses ces deux visions, elles posent donc la question du rôle des individus et des citoyens pour donner corps à cette transition bas carbone. Elles ne sont pas fausses, elles ne sont pas mauvaises, elles ont des parts de vrai et des parts de contradiction dans chacune. Je vais maintenant donner la parole à César Dugaz de Carbone 4. Peut-être juste avant, on va se permettre de regarder le résultat du sondage. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran 30 secondes et normalement, je devrais pouvoir, si vous me laissez, hop. Alors, je vais vous repartager mon écran. Oui, allô? Alors, est-ce que vous revoyez mon écran? Si César, Oui. Tom ou parfait, très bien. Donc, je vous repose les questions très rapidement. C'était, pensez-vous que le citoyen est la clé du changement? Donc, réponse oui et non. Très binaire, c'était voulu. Voilà, on avait une question qui était quel est selon vous le rôle de l'État et des entreprises dans la transition bas carbone? Selon vous, quel est le type de frein à l'échelle individuelle qui génère la plus grande résistance à la transition bas carbone?
quel est le poids du changement individuel dans la transition bas carbone? Et parmi les choix suivants, quel est le ou les facteurs qui vous inciteraient à réduire votre impact carbone? Limité à 3 choix. Euh, Sur la première question, donc oui, le citoyen est la clé du changement. Donc ça, c'est assez clair. C'est une vision partagée, je pense, par beaucoup. Deuxième question qui est quel est selon vous le rôle de l'État et des entreprises dans la transition? Donc on a un rôle majoritaire en effet qui se dégage et incitatif tout à la fois. Donc incitatif, je pense plutôt du côté entreprise-État et coercitif, je pense vraiment du côté de l'État. Donc c'est euh, c'est assez intéressant d'avoir cette vision. Selon vous, quel est le type de frein? Donc ça sera abordé pendant la présentation de Tom Nico d'Avenir Climatique. Nous-mêmes, on n'avons pas la réponse. Hein. On a abordé ces freins, on les a présentés, on a essayé d'embrosser les enjeux, les perspectives. En tout cas, là, ce qui semble se dégager, c'est quand même le comportement individuel. Donc c'est assez euh, lié à la première réponse qui classe le citoyen, l'individu comme facteur clé du changement, de la transition. Et on a quand même une forte aussi présence d'économie politique. Et bon, après, tout le monde, je pense, réalise l'influence des autres facteurs. On a, selon vous, quel est le poids du changement individuel dans la transition bas carbone? Donc là, c'était des ordres de grandeur qui vous étaient donnés. Il y en avait beaucoup. Celui qui semble être majoritaire, c'est 30 à 50%. Euh, à égalité avec 15-20%. On le verra, je pense que César justement nous donnera des ordres de grandeur et replacera un peu, replacera ces ordres de grandeur dans un contexte plus général. Et enfin, dernière question, selon vous, ça c'est aussi pour avoir une vision, même si on n'est pas représentatif, je pense, de la population française, enfin, je pense certainement, c'est intéressant d'avoir ça. Donc, on avait disposé d'un outil de suivi de son empreinte carbone avec action individuelle. Donc, c'est dans les 3 premières réponses. Hein. Évidemment, un changement global de la société. Si tout le monde change, c'est plus facile de changer. Et une information et une sensibilisation accrue aux enjeux énergie-climat et à la transition bas carbone. Ben, on espère par ce biais, par ce qu'on fait aujourd'hui, que c'est ce qui se passe. On reviendra peut-être tout à l'heure au début des présentations, au début des questions sur ces, sur ces résultats du sondage. Je vais tout de suite repasser la main, donc arrêter mon partage d'écran et donner la main à César pour qu'il puisse nous présenter la publication, faire sa part et aussi les travaux de Carbone 4. César, est-ce que... Ouais, Oui, alors attends, je vais partager mon écran. Mince, attendez 2 secondes. Ça marche pas. Bonjour à tous, en attendant que ça marche. Merci Benjamin pour l'intro et merci pour l'invitation. Je de vais essayer de rien. partager là mon écran. Dites-moi si ça marche. Hein. C'est bon pour moi. Génial. Bon, bah allons-y. J'ai 15 minutes, c'est ça? Oui, oui, oui. Ok. Bah déjà, j'espère que tout le monde va bien, qu'il fait beau chez vous. Moi, il fait extrêmement beau. Je suis aveuglé. J'aimerais vous parler là pendant une quinzaine de minutes d'une publication qu'on a faite chez Carbone 4 l'année dernière. Il y a quasiment un an. Elle va fêter ses un an dans quelques semaines, je crois. Ça s'appelle Faire sa part, pouvoir et responsabilité des individus, de l'État et des entreprises face à l'urgence climatique. Et je vais vous en dire un petit mot. Donc c'est une publication que j'ai co-signée avec une collègue qui s'appelle Alexia Soyeux, qui par ailleurs a un excellent podcast qui répond au doux nom de Présage et que je recommande chaudement. Et l'idée de cette publication était un petit peu de donner des bons ordres de grandeur à la question de l'action individuelle, ce qu'on appelle les éco-gestes, les petits gestes du quotidien, et plus généralement des changements de comportement plus ambitieux par rapport à l'effort total qu'il faut faire à l'échelle d'une empreinte carbone moyenne pour parvenir à l'objectif de neutralité carbone de la France en 2050. Le premier constat qu'il faut faire, c'est le suivant, c'est qu'on a une empreinte carbone beaucoup trop grosse aujourd'hui. Elle est 6 fois trop grosse par rapport aux objectifs
de la stratégie nationale bas carbone et plus largement de l'accord de Paris, on est aujourd'hui à 11 tonnes de CO2 par an et par personne en empreinte carbone. Donc quand je dis en empreinte carbone, c'est en empreinte carbone moyenne, donc c'est vraiment moyenné à l'ensemble des Français. Donc concrètement, ça veut dire qu'on prend les émissions de la France territoriales plus les importations, moins les exportations, et on divise par le nombre total de Français. Ça fait à peu près 11 tonnes de CO2 par an et par personne. Pour parvenir aux objectifs de neutralité carbone, ou respecter le 1,5 degré, c'est une division par 6 qu'il faut opérer en 30 ans. Il faut arriver à 2 tonnes. Donc on voit qu'ici, les barres de couleur vous montrent les différents postes d'émissions à l'échelle d'une empreinte carbone. Donc vous avez la mobilité, le logement, les biens et services, l'alimentation, et enfin les services publics. Donc la question qu'on s'est posée, c'est on a un discours, hein, Benjamin, comme tu l'as rappelé, on a un discours, on va dire, ambiant qui tend à responsabiliser, voire surresponsabiliser parfois les individus et leur faire porter à eux seuls, visiblement, le poids de la transition. Et ce qu'on a essayé de voir, c'est quels étaient les chiffres, en fait, quels étaient, dans la grande tradition de Carbone 4 et de ses fondateurs, quels étaient les bons ordres de grandeur qu'il fallait mettre derrière cette réalité. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a listé une dizaine d'actions individuelles, des éco-gestes ou des changements de comportement plus ambitieux, et on les a chiffrés en termes de gains. On les a classés en différentes catégories, hein, les alimentation, mobilité, etc. Et on est arrivé à une double conclusion. La première étant que tous les gestes ne se valent pas, loin de là, du point de vue du climat. On a des gestes surpuissants et des gestes qui sont, somme toute, d'un point de vue climatique, assez anecdotiques. Et le deuxième enseignement, c'est que en faisant l'ensemble de ces gestes, qui, encore une fois, hein, ne sont absolument pas exhaustifs, c'est une liste qu'on a établie qui nous paraissait être un bon reflet on va dire, de l'action individuelle telle qu'elle est envisagée aujourd'hui. Mais en faisant l'ensemble de ces gestes, on se retrouve avec une baisse totale moyenne de 2,8 tonnes de CO2, à peu près 25% de baisse. Donc, ce qui est important de voir, c'est que le geste le plus puissant ici, c'est le passage au régime végétarien, qui cumule à la fois l'avantage de cesser, donc de limiter l'éruption des vaches et donc l'émission de méthane, et de limiter la déforestation. On a dans la mobilité beaucoup de leviers assez forts et des leviers sur la droite qui sont un peu moins puissants, mais qui néanmoins ne sont pas dépourvus d'intérêt pédagogique et de force d'entraînement, ça c'est sûr. Donc la question c'est, en faisant tout ça, donc en étant héroïque entre guillemets, donc il n'y a rien d'héroïque là-dedans, on va plutôt dire ambitieux, on se retrouve avec une baisse de 25% et il reste à trouver à peu près 6 tonnes de réduction. Si on essaye d'aller un peu plus loin et d'ouvrir la porte à des actions individuelles qui nécessitent un peu plus d'investissement financier, sachant que ce que j'ai présenté juste avant, c'était à zéro investissement, voire à gain positif financier, on se retrouve avec une baisse un peu plus forte. Donc, en ajoutant, du coup, ici, des leviers comme, par exemple, la rénovation thermique du logement, l'achat d'un véhicule bas carbone, ou un changement de vecteur énergétique de chauffage chez soi. En cumulant ces gestes avec investissement et les gestes sans investissement montrés plus tôt, on arrive plutôt à une baisse, a priori maximale, hein, en moyenne, de 45%. Et c'est là que patatras, on se rend compte que ça reboucle pas du tout avec l'objectif 2 degrés qui commande d'arriver non pas à 6 tonnes de CO2 par an et par personne, mais à 2. Et donc, encore pire, entre guillemets, tout ça, c'était une vision un petit peu maximaliste, puisqu'on considérait que ce Français moyen qu'on considérait opérait l'ensemble des gestes à sa disposition. On peut très bien se dire qu'en fait, à l'échelle de la France, avec les degrés d'acceptabilité plus ou moins grands de la population, on devrait faire plutôt une moyenne pondérée en fonction de l'ambition de chacun et chacune. Et que si on considère qu'on a 1/5 de moteurs en France qui ferait à peu près tout, 3/5 de variables qui feraient, on va dire, le quart des actions et 1/5 qui ferait rien du tout, on se retrouve en fait de 45% de total, on arrive à peu près 20%. Donc, ce qui nous fait conclure que, en se reposant uniquement sur, on va dire, l'action personnelle volontaire des individus sur leur changement de comportement, la réduction attendue, c'est plutôt de l'ordre d'une vingtaine de pourcents de réduction. Ce qui est loin du compte, puisqu'on doit arriver à 4 fois plus en 2050.
Donc pourquoi si peu? Donc la réponse, elle est assez simple à comprendre, c'est que euh, quoi qu'on veuille, quels que soient les discours de empowerment, si je puis dire, des citoyens consommateurs, le problème climatique se niche surtout dans des structures, ce qu'on appelle les structures d'organisation de la société et de choix techniques et technologiques, donc tout un système socio-technique qui, lui, émet du CO2 et qui est issu de choix politiques passés qui ont été faits et pris sur des promesses qui datent d'il y a assez longtemps, d'énergie bon marché, abondante et du coup fossile. Et que du coup, si on veut avoir un espoir d'accélérer la transition et d'arriver au bon niveau d'émissions par an et par personne, il est de notre devoir de changer l'ensemble de cet environnement socio-technique et pas uniquement de changer ses comportements individuels. Et donc là, si je résume grosso modo cette étude en un graphe, on a donc une marche assez grande à franchir. On pourrait diviser cette marche, et vraiment, encore une fois, cette division est totalement une vue de l'esprit, puisque tout doit être fait en même temps. Mais si on veut s'amuser à segmenter et saucissonner, on aurait une action individuelle volontaire qui, comme je l'ai dit, représenterait un quart de l'effort, avec pour moitié des actions personnelles sans investissement, donc comme par exemple passer à un régime végétarien, prendre moins l'avion, voire plus du tout, faire beaucoup plus de covoiturage, faire tous les trajets courts en vélo, etc. On aurait à peu près 10% de baisse sur les investissements des individus sur leur rénovation de bâtiments, sur leurs véhicules bas carbone, etc. Mais on aurait une énorme part restante qui serait des choix collectifs, qui seraient en dehors des changements volontaires des individus et qui seraient plutôt du ressort de l'État et des entreprises. Des entreprises, puisqu'il s'agit de décarboner des process industriels, la production d'énergie, l'industrie, le fret, décarboner la chaleur, le gaz, l'électricité, tous nos vecteurs énergétiques sur lesquels nous, en tant que citoyens, on n'a absolument pas la main. Et l'État aussi, puisque c'est un grand faiseur, à la fois en tant qu'investisseur, qu'agent macroéconomique, législateur, pourvoyeur de traités économiques, etc. Donc, à la fin, la conclusion, c'est de dire, et si je veux préempter sur la question de Benjamin, c'est le citoyen reste tout puissant, à condition de savoir sur quel levier il doit agir. Et ce qui est absolument certain, c'est qu'il n'est pas cantonné, il ne doit pas être cantonné à une stricte sphère individuelle, domestique, consumériste. Un citoyen, c'est aussi et avant tout un acteur de la société qui a le droit et le devoir d'apposer une pression sur des verrous systémiques. Et c'est bien à nous de faire entendre cette voix auprès des décideurs politiques et des grandes entreprises. Donc voilà, grosso modo, pour cette étude. J'en profite pour faire un tout petit peu de pub pendant 2 minutes sur un Vas-y, nouveau vas-y. projet qui est mené par Carbone 4 qui s'appelle MyCO2. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un projet qui vise à alors, ça n'a pas grand-chose à voir hein, juste avec faire sa part, mais c'est vraiment un projet qui a trait on va dire, le pouvoir personnel et à l'action personnelle sur le climat. Et l'idée, c'est de développer une plateforme qui va permettre à chacun et chacune de calculer son empreinte carbone de manière un peu ludique et entraînante, quel que soit son niveau de connaissance de départ. Et donc, c'est dans une optique vraiment pédagogique, de manière à ce que chacun et chacune puisse être capable de s'approprier sa propre empreinte carbone sur une approche un peu narrative, c'est-à-dire en remplissant tout simplement un texte à trous pour raconter un peu son histoire et en déduire une empreinte carbone. Donc, si vous avez n'importe quelle question, je vous enjoins vraiment à envoyer les questions sur l'adresse qui est en dessous, parce que je serais bien incapable de répondre à vos questions précises. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce projet va être lancé en septembre 2020 sous la forme d'un outil gratuit pour le grand public, qu'il y aura une partie, je crois, payante pour les entreprises à partir de mai, donc maintenant en fait, et qu'il sera possible d'animer des conférences MyCO2 par vous-même, en interne, etc. Voilà pour la petite minute pub, et vraiment, n'hésitez pas à aller chercher des informations sur Internet. Voilà pour moi, Benjamin. Parfait, parfait. Merci à toi, César. Alors pour ce qui est des questions, hein, n'hésitez pas à venir les poser comme il a été affiché par Joria Touwagé dans le chat là sur l'appli, sur donc le lien sur l'application Klaxoon.
On répondra aux questions a posteriori de toutes les présentations, justement parce qu'en général, elles peuvent jongler, elles peuvent toucher plusieurs intervenants. En tout cas, merci beaucoup César pour cette mise en relief des enjeux et des perspectives de l'action individuelle et citoyenne. Je vais donner la parole maintenant à Tom. Je vois qu'il bah, parfait, qu'il vient d'afficher son écran. Tom Nico d'Avenir Climatique. Tom, je te laisse la parole. Bonjour à tous et à tous. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Si vous pouvez mettre un petit Très bien. message dans le chat, super. Donc je me présente, donc Tom Nico, donc je suis bénévole et illustrateur à Avenir Climatique, que je vais vous présenter par la suite. Par ailleurs, je suis aussi donc consultant dans un cabinet de conseil qui s'appelle IKI Consult, donc en stratégie de climat pour les territoires et les entreprises. Euh, alors, Avenir Climatique. Alors, Avenir Climatique, c'est une association qui a été créée en 2007 par plusieurs ingénieurs. Et en fait, notre but principal, c'est de faire des enjeux énergie-climat une priorité nationale en sensibilisant à la fois les citoyens et les jeunes, le grand public. Voilà. On a plusieurs modes d'action. La première, c'est historiquement, on fait des formations aux enjeux énergie-climat. Je vous en parlerai un peu plus tard. On fait de l'accompagnement, conseil à différentes personnes qui nous sollicitent. On a notamment développé un bilan carbone personnel, entre guillemets, puisqu'il n'est pas officiel, mais qui s'appelle MICMAC, que vous connaissez sans doute, qui sert en fait à voilà, évaluer l'empreinte carbone individuelle par un calculateur qui est en ligne librement disponible et qui sera bientôt en open source. On développe aussi d'autres jeux pédagogiques comme le Carbonara, qui est une déclinaison en fait de ce bilan carbone. C'est un jeu en magnette. Le Carbonomètre, qui est un jeu de cartes, voilà. Et puis on organise des événements dans toute la France, notamment sur Paris, des causeries, qui est une journée de conférence, une université d'été qu'on appelle décontractée, des conférences, voilà, des sorties culturelles. Donc notre but, c'est vraiment de transformer chaque citoyenne, chaque citoyen en acteur du changement en faisant des poils à gratter. Et je vais développer un peu plus ce terme par la suite, que je vais utiliser assez souvent. Donc, juste illustrer notre engagement par quelques projets qu'on mène à Avenir Climatique. Un des projets qu'on porte, c'est l'Académie, qui est une formation en fait de 4 week-ends gratuites aux enjeux énergie climat pour les jeunes et moins jeunes. Donc cette année, par exemple, on a une promotion de 200 personnes sur Paris, Lyon et Bordeaux. Donc là, on a le soutien de différentes organisations et le but, en fait, c'est notamment de pouvoir présenter une conférence qu'on appelle la Biconf de 2 heures sur les enjeux énergie climat à différents publics. Ça, c'est le premier projet. Deuxième projet, c'est un projet qui s'appelle EduClimat, dont le but est de, fait, de sensibiliser les plus jeunes, notamment voilà, les lycéens, les collégiens, les écoles primaires aux enjeux énergie climat. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des kits pédagogiques clairement et qu'on forme des animateurs via ces climat kits et on intervient dans des établissements. Donc, le but, c'est vraiment de proposer du contenu pour les enseignants à travers des ateliers pédagogiques qui sont en libre accès, comme la Biconf, le bilan carbone d'établissement qu'on développe aussi avec l'association bilan carbone, ou différents jeux, type voilà, bilan carbone de personnage familial, un jeu assez pédagogique, pour pas voilà, inonder les élèves de notions théoriques un peu ennuyantes sur la comptabilité carbone. Et voilà, donc notre but, c'est aussi de former les éco-délégués qui ont été mis en place dans ces différents établissements. Troisième projet, qui est un projet aussi historique de l'association, s'appelle le projet Carbone Campus. En fait, on sensibilise les étudiants au bilan carbone par un bilan carbone dit campus qu'on a développé notamment avec l'ADEME et le REFED. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des formations de 1 ou 2 jours dans les campus et à la fin du week-end, les étudiants doivent être capables, enfin, essayent en tout cas, de réaliser le bilan carbone de leur campus et d'aller titiller, entre guillemets, les personnes qui prennent des décisions sur leur campus. Voilà. Donc nous, on forme et on fournit un contenu. Et enfin, là, c'est un contenu qui va nous intéresser puisqu'on va en parler dans les prochaines minutes. On développe aussi un MOOC énergie-climat avec la station bilan carbone donc depuis 3 ans, donc il y a 3 saisons. Donc la première saison, en fait, c'est une illustration de la Biconf donc pour présenter les grands enjeux énergie-climat en 5 épisodes sur l'énergie, quel est le problème, puits pétrolier, combien on en reste, le climat, quelles sont les conséquences, comment on s'adapte et comment on passe à l'action. Voilà, ça, c'est la saison 1. Saison 2, c'était une saison dédiée en fait à la présentation des grands enjeux sur la comptabilité carbone, qui se base principalement sur le bilan carbone campus. Et enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la saison 3, qui, avec l'ABC,
portait sur les freins à la transition. Donc, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à effectuer entre guillemets une transition? Quels sont les différents freins? Quels sont, comme disait César, les verrous systémiques? Et donc là, on va passer dans le dur du sujet, donc ce qui vous intéresse, je pense. En quoi, en fait, le changement climatique, on considère, nous, Avenir Climatique, c'est un problème systémique, complexe, où il y a différentes briques, et l'action individuelle en est une, mais il ne suffit pas, en tout cas, à régler le problème. En tout cas, on voit qu'il y a des différents des problèmes qui sont assez clairs et dont il faut parler. Alors, petit rappel, donc il y a eu le rapport 1,5 degré donc, du GIEC en 2018 qui nous montre qu'au-delà de 1,5 degré, on a des conséquences dramatiques et c'est encore pire au-delà de 2 degrés. Donc la question c'est est-ce que atteindre ces 1,5 degré c'est faisable, déjà physiquement, économiquement dans le cadre actuel socio-technique voilà, ça c'est la première question. Il y a quelque chose qu'il faut aussi reformuler, qui est très important, c'est le budget carbone mondial, c'est-à-dire combien on peut émettre de CO2 pour respecter les 1,5 degré ou les 2 degrés. Donc déjà, il faut savoir que depuis le début de l'ère pré-industrielle, on a émis environ 2000 gigatonnes, donc 2000 milliards de tonnes de CO2. Okay, le GIEC nous dit, si on ne veut pas dépasser les 1,5 degré, on ne doit pas émettre plus de 420 gigatonnes de CO2. D'accord? Et ensuite, pour 2 degrés, le GIEC nous dit, on peut pas, on a encore 1000 gigatonnes, 1000 milliards de tonnes de plus à émettre. Donc là, il y a un gros problème et on se dit, est-ce qu'on peut y arriver au rythme actuel? Et en fait, là, on se rend compte que, là, c'était des chiffres 2018, si on avait le même rythme, c'est-à-dire 50 milliards de tonnes de CO2 par an, il nous resterait, donc pour rester sur 1,5 degré, que 8 ans. Donc ça, c'était fait en 2018, donc ça nous mène jusqu'en 2026, donc aujourd'hui 6 ans. Et pour rester sous les 2 degrés, il nous restait 23 ans. Donc aujourd'hui, on est en 2020, ça fait 21 ans, au rythme actuel. Voilà. Donc, premier constat, l'urgence climatique, elle est là. Ensuite, on va s'intéresser un peu aux objectifs français. La France, elle a publié une stratégie nationale bas carbone, qui est une feuille de route qui vise à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, c'est-à-dire autant d'émissions de gaz à effet de serre que d'émissions séquestrées ou capturées via des dispositifs de stockage et de carbone. Voilà. Il y a différentes critiques qui sont émises sur la stratégie nationale bas carbone, on ne va pas y revenir, notamment on n'a pas pris en compte les émissions importées, on n'a pas pris en compte les émissions de l'aviation. Voilà, le Haut Conseil pour le climat donne des très bons arguments, fait des très bonnes analyses sur cette SNBC. Ça, c'est un premier point. La question, c'est de dire aujourd'hui où on en est. La SNBC dit qu'il faut diviser par 6 à 8 les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Ça fait donc près d'une baisse de 6% par an en moyenne. Or, depuis 2005, on a une baisse de 2% par an en moyenne. Et là, à droite, vous voyez ce très beau graphique qui est fait par le réseau Action Climat sur leur site Observatoire Climat Énergie, qui montre l'écart entre ce qu'il faudrait faire et où on veut aller. Donc, où on veut aller, c'est le point vert tout à droite, et où on est, c'est l'extrémité droite voilà, du point jaune. Donc, on est à la ramasse. Et puis, les premiers budgets carbone n'ont pas été respectés. La SNBC révisée a dû augmenter les budgets carbone sur la période 2019-2023 puisqu'on n'était pas prêt de respecter les objectifs. Voilà, ça c'est un constat. Donc, constat 2, la transition ne va pas assez vite en France. Alors ça, c'est un graphique qui a été publié il y a quelques années par Carbone 4 et Terra Eco, qui donne voilà, les grands postes d'émissions. Je ne vais pas y revenir parce que César en a parlé. Voilà. Et nous, ce qu'on propose aussi, c'est aux citoyens d'utiliser BICMAC, qui est notre bilan carbone personnel, non pas pour dire voilà, vous, citoyens, vous n'allez pas assez vite, mais c'est un indicateur de ce qu'il faudrait faire ou pas. Et on voit que, en termes de résultats, en tout cas, les citoyens, effectivement, ne peuvent pas faire grand-chose, parfois. Donc là, je vais pas y revenir, mais c'est une illustration sur des grands ordres de grandeur, parce que le BICMAC, en tout cas le bilan carbone personnel, a au moins le mérite de donner des grands ordres de grandeur. Par exemple, un aller-retour Paris-New York en avion, c'est environ 2 tonnes de CO2. Hier, il y a le Sheet Project qui a fait une très bonne conférence sur ce sujet. Je vous invite à la revoir sur ce que doit faire le secteur de l'aviation. Et on voit que voilà, il y a différentes opérations, différents trajets qui n'ont pas le même impact si on comprend l'avion, le vélo ou le train. Là, j'enfonce un peu des portes ouvertes, donc je vais passer rapidement là-dessus. Alors, voilà, là, on aime bien aussi le rapport de Carbone 4 faire sa part, qu'on présente souvent. Est-ce que c'est la faute des citoyens, des entreprises ou de l'État Donc,
là, je vais aller très vite encore, mais nous, on est vraiment d'accord sur ce sujet que de dire le reste de la transition doit être sociétal, des États, les collectivités locales, les entreprises, mais quel peut être le rôle, le fait des citoyens aussi? Comment ces citoyens peuvent être des poils à gratter? Ça, on verra ça plus tard. Donc, constat 3, que je vais aller très vite parce que voilà, César en a parlé, mais les jets individuels sont utiles pour nous, mais ne suffisent pas. C'est une condition nécessaire à petite échelle, mais en tout cas pas suffisante, loin d'être suffisante. Donc là, on se base aussi sur le rapport où on a contribué de Belle Évolution, qui a fait un rapport 1,5 degré, qui dit si on doit respecter les 1,5 degré en France, quelles solutions techniques on doit mettre en place. Par exemple, il y a divisé par 2 le nombre de véhicules en circulation, divisé par 3 la consommation de viande de produits laitiers. Donc là, on voit que c'est vraiment des leviers qui sont assez secs. Et aujourd'hui, le cadre socio-technique ne permet pas, en tout cas, de les activer pleinement. Voilà. Donc, c'est des changements qui paraissent drastiques et invraisemblables aujourd'hui. Et si vous voulez vraiment jouer sur les différents leviers, on a contribué aussi à un calculateur, un simulateur avec Belle Évolution, qui s'appelle Mission Climat, où vous pouvez en fait essayer de jouer sur les différents leviers pour essayer d'atteindre les 1,5 degré. Donc il y a des curseurs que vous devez bouger, et un peu comme le simulateur ENROSE du MIT, vous pouvez voir où vous arrivez en 2030, en 2030 par rapport aux objectifs qui sont fixés. Donc voilà, donc, constat 4, il faut viser un changement global du système. Comment? Voilà, on verra ça dans quelques slides. Donc si on doit résumer, voilà, l'urgence elle est là, la transition ne va pas assez vite, les gestes individuels sont utiles mais ne suffisent pas. Donc on pense qu'il faut envisager un changement global du système. Mais c'est voilà, quelque chose d'assez vague. Qu'est-ce que ça peut être? Donc, là on voit que les freins à la transition sont multiples. Ils peuvent être comportementaux, politiques, socio-techniques ou culturels. Voilà. Donc là, dans le MOOC saison 3, on prend quelques exemples. Là, on va en illustrer quelques-uns. Donc, si vous voulez regarder le MOOC, je vous donnerai l'adresse tout à l'heure. Il dure 1 heure et demie. Donc là, j'en développe juste quelques-uns. Alors, premier exemple, quel est l'impact du système socio-économique, notamment politique et économique? Est-ce que finalement le climat, c'est pas un problème de paradigme économique? Donc, il y a une grande question qui revient souvent quand on parle de lutte contre le changement climatique ou d'écologie en général, c'est peut-on découpler croissance et émissions de gaz à effet de serre? C'est un peu le grand débat de tous les économistes. Aux questions, peut-on se passer de croissance dans un système économique qui est basé sur la croissance? Aujourd'hui, vous êtes une entreprise, vous demandez à un PDG, dites-lui qu'il ne peut pas faire de croissance, je pense qu'il va faire la tête. Donc là, il y a un petit graphe qui vient de l'Agence internationale d'énergie. En jaune, vous avez donc l'évolution du PIB global par année, et en bleu, vous avez les émissions de CO2. Là, on voit qu'il y a quand même une certaine relation, disons corrélation en tout cas, entre ces émissions de CO2 et le PIB. Et si vous creusez un peu donc la saison 1 de notre MOOC, on peut dire aussi qu'il y a causalité, puisque il y a une équation connue qui est l'équation de Kaya, où notamment le PIB peut être un des facteurs, est un facteur de croissance des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, ça c'est un exemple. Et là, voilà le grand paradoxe un peu de la transition, c'est que pour changer, on a besoin d'argent. Il y a quelques temps, il y a la Force qui a fait un rapport sur la relance verte, sur la nécessité d'avoir des investissements. Pour investir dans des technologies bas carbone, il faut de l'argent, donc de la croissance, des nouvelles techniques, de la R&D, l'énergie abondante, notamment parce qu'il faut de l'énergie, il faut du pétrole pour fabriquer les différents équipements dont on a besoin. Donc, ces changements, ces items ne peuvent être fournis que dans un cadre socio-technique actuel, alors qu'on essaie de changer. Donc là, c'est un problème de paradigme, un point de paradoxe en tout cas, qui est noté. Exemple 2, alors là, c'est un exemple plutôt financier. Alors, pour limiter le changement climatique à 2 degrés, il faudrait laisser 80% des énergies fossiles dans le sol. Or, en fait, il y a déjà 2000 milliards de dollars qui ont été investis dans les énergies fossiles. Et donc, ces 2000 milliards ne pourront pas être rentabilisés. Donc, vous êtes un investisseur, vous avez investi des milliards dans du pétrole, du gaz, du charbon. Vous n'allez pas retirer vos investissements du jour au lendemain, vous n'allez pas dire on arrête. Donc, il y a un phénomène, ces investissements, en fait, ça justifie l'utilisation d'infrastructures parce qu'on dit on les a fabriqués, donc on va les utiliser, même si on sait qu'il y a des désavantages, donc le dérèglement climatique.
Donc là, c'est aussi il y a un biais qu'on appelle les coûts irrécupérables. Donc je vous invite aussi à regarder notre MOOC pour en apprendre plus. Mais c'est que quand on investit dans quelque chose, bah forcément, c'est plus dur d'arrêter. C'est aussi quelque chose qui est souligné par les personnes qui travaillent dans la science cognitive. Et là, je vous invite notamment à aller voir ActLab, qui est un laboratoire qui réfléchit entre la relation entre sciences cognitives et transition énergétique. Exemple 3. Nous, on pense que voilà, le frein culturel est assez fort. L'importance du récit. C'est quelque chose qui peut paraître un peu philosophique, mais qui nous semble très important, notamment à l'avenir climatique. Donc, la culture se transmet par les histoires, des mythes, des rituels, des traditions. Et là, vous avez voilà, quelques exemples de transmission de la culture, qui sont les livres. Par exemple, là, il y a Steve Jobs, on voit souvent son histoire, comment dire, la méritocratie, quelque chose qu'on met souvent en avant. Il y a les publicités qui sont assez fortes. On vous vante les biens du SUV, on vous vante le fait d'aller à l'autre bout du monde voyager. La publicité a un rôle très important. Les soldes qui nous posent toujours à consommer. Et puis, notamment, enfin, c'est un exemple, mais Noël, qui est à la base d'autre chose, est devenu un Noël très consumériste aussi. Donc voilà, donc ça, on voit qu'il y a quand même un récit dominant qui apparaît et qui a été, par la mondialisation, qui a été répandu. Et c'est une culture assez aujourd'hui uniformisée qui est dominante. Voilà. Donc on voit qu'il y a des histoires qui sont répétées dans différents contextes, registres. Donc ça, c'est un récit culturel dominant occidental qui est relayé à travers le cadre légal. La culture influence la loi. Les médias de masse relaient cette culture. C'est quand même dur de ne pas consommer quand on a des pubs toute la journée H24, quand on regarde la télévision. Je ne sais pas si vous regardez la longueur des pubs TV qui vous poussent à consommer des SUV, mais c'est sûr que ça a un impact sur les personnes. Donc la publicité, évidemment. Et puis les industries culturelles qui mettent aussi en avant un certain récit qui est très technologique et très peu sobre ou de manière générale bas carbone. Donc ça, c'est l'exemple. Voilà, c'est un exemple sur la publicité. Il y a de nombreux collectifs qui militent, en tout cas, contre une autre pub ou une réduction de la pub, une suppression de la pub. Il y a des villes qui ont essayé de mettre ça en place, comme la ville de Grenoble. On voit que peu importe si vous mangez végétarien, vous faites votre mieux, est-ce que finalement la publicité ne sera pas plus forte que les lettres individuelles? Ça, c'est une vraie question. Et nous, en tout cas, on pense que c'est un vrai frein. Le frein culturel, le frein des médias de masse sera toujours. Les médias de masse seront plus importants que l'action individuelle de personnes qui essaient de faire au mieux. Voilà. Donc là, si vous voulez en savoir plus sur les deux freins, là, on n'a pas abordé tous les freins. Il y a les freins notamment comportementaux qu'on aborde, les freins sous-techniques, notamment Benjamin de l'ABC en parle. Donc, si vous voulez en savoir plus, on vous invite à aller voir ces 5 vidéos d'une durée de 1h30 sur le site de l'association Bilan Carbone. Donc là, cette présentation vous sera transmise à la fin, donc on pourra en parler. Alors, petite conclusion pour finir. Donc pour nous, les citoyens doivent être des poils à gratter pour pouvoir lever ces freins à transition. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, des poils à gratter, ça veut dire que aujourd'hui, si on doit mettre une transition, on doit mettre une transition à toutes les échelles. C'est-à-dire qu'on pense que c'est important, en tout cas, d'apporter des données et des informations aux citoyens sur un problème, sur ce problème. Parce que il y a quelques consensus scientifiques qui sont importants à apporter. Donc ensuite, le choix entre différentes solutions, pour nous, c'est une discussion éminemment politique. Et cette discussion, elle touche plusieurs échelles. Il y a l'échelle individuelle dont on a parlé, il faut que le changement soit individuel, mais ça ne suffit pas. Donc les citoyens peuvent être aussi des poils à gratter à l'échelle collective. Donc ils peuvent se rassembler pour notamment peser, parce que nous aussi on pense que le changement climatique c'est une lutte et que cette lutte elle implique voilà, des rapports de force et c'est des collectifs qui peuvent mettre en place ces rapports de force. Et puis il faut aussi que les citoyens soient des poils à gratter pour les entreprises, donc il y a aussi le levier sectoriel qui est activé. Donc là, quelques exemples. Nous pensons que voilà, aujourd'hui, les citoyens, c'est pas forcément l'action individuelle, mais c'est aussi de la pression de la société civile. Là, on voit qu'il y a plein d'initiatives. Là, je vous ai mis beaucoup de logos, d'éléments qui sont passés au cours des années. On a eu les marches pour le climat, etc. Donc, si on est citoyen, pour nous, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut se former déjà aux enjeux et s'engager pour faire des enjeux énergie climat une priorité. Donc, que ce soit par des actions de sensibilisation
ou des actions voilà, plus militantes. Donc à droite, vous voyez une image de blocage de mine de Endegeland par Endegeland 2. Donc ça, pour nous, ça fait partie des actions. Car c'est ce type d'action qui justifie ensuite que le législateur peut mettre en place des lois, notamment pour exclure le charbon, par exemple, pour pousser à exclure le charbon. Donc ça, c'est aussi Je me permets juste, si tu peux terminer le propos et les exemples justement ouais. sur assez rapidement sur pour donner essayer de respecter le temps. Voilà, donc voilà, donc c'est une mobilisation, et on pense aussi que la société civile peut en tout cas mettre en place un lobby assez fort. Et on voit que là, bah, voilà, ces dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et nous, par exemple, on fait partie d'une coalition jeune avec des associations comme le REFED, Climate, d'autres assos, et on pense que voilà, l'action citoyenne civile, et notamment jeune, a un rôle pour se mobiliser pour la lutte contre le changement climatique. Donc, je vais aller très vite du coup, mais voilà d'autres exemples de poils à gratter. Donc, vous pourrez le voir dans la présentation, mais voilà, la Convention citoyenne pour le climat, c'est un bon exemple de comment les citoyens peuvent agir, proposer des choses, et on espère que ça sera appliqué. Ça, c'est un premier exemple. Et d'autres exemples, voilà, il y a la société civile peut aussi créer des initiatives, essayer de proposer des choses. Là, je fais un petit zoom sur l'appel à la reconstruction qui a été publié il y a quelques semaines, dont on est signataire, pour proposer des choses, notamment suite à la crise du coronavirus, pour pas que la relance soit comme avant, et puis que cette relance soit la plus écologique, bas carbone possible. Voilà, j'étais un peu long, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté. Et je laisse la parole. C'était un dépassement, on va dire, autorisé. C'est assez fréquent d'avoir quelques minutes de rab. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation de ce travail et de ces réflexions et du travail qu'on avait mené ensemble sur la saison 3 du MOOC. Hein. Donc, une vidéo de constat sur, comme l'a rappelé Tom, et après une vidéo dédiée à chaque, on va dire, frein entre guillemets, et la volonté d'essayer d'après d'outrepasser ces freins. Et donc, comme le disait Tom, la vision de poil à gratter, de relais d'opinion et de relais d'information. En tout cas, merci beaucoup Tom. Je vais donner tout de suite la parole à Martin Régnier, donc intrapreneur service écolab de l'ADEME. Martin, je te laisse. Super, vous voyez mon écran? Oui. Super. Bien, bonjour à tous. Merci Benjamin pour l'invitation. Je vais aller assez vite un peu sur le début pour essayer de regagner un petit peu de temps si j'y arrive. Prends tes 15 minutes. Hein. On a déjà 5 minutes de retard qui sont liés au début. Ok, pas de souci. Non, mais je me dis que finalement, normalement, vous connaissez assez bien l'ADEME. Alors, je vois que tout le monde ne connaît pas encore notre nouveau logo. Donc voilà, je vous représente notre nouveau logo. Mais donc, vous connaissez à peu près les sujets sur lesquels on travaille, les déchets, l'énergie, le climat, évidemment. Donc, avec la base carbone dont s'occupe l'ADEME. Voilà, et donc tout un tas de thématiques. Et nos missions de connaître, de développer donc cette expertise sur tous ces champs, de créer de la connaissance, de convaincre, de mobiliser nos différentes cibles, de la collectivité aux entreprises, mais aussi aux citoyens, de conseiller, notamment nos ministères de tutelle, et puis d'aider à réaliser, de financer des projets. Et donc, je disais beaucoup d'expertise, donc l'ADEME crée de nombreuses études, de nombreux avis que vous connaissez sans doute. Donc les études, c'est souvent des documents assez riches, de dizaines de pages. Les avis, c'est souvent quelque chose d'un peu plus concret, ou l'ADEME, plus concis. L'ADEME, une petite dizaine de pages, explicite son point de vue sur une question donnée. Pour le grand public, on crée des guides pratiques et quelques illustrations aussi pour essayer d'apporter donc dans ce débat, dans ce débat compliqué, cette transition qui est pas facile, des moyens concrets, d'essayer d'apporter des éléments pour les citoyens. Et puis dernière source aussi de données que je voulais citer, c'est notre portail Open Data. Donc il y a de plus en plus de jeux de données qui sont publiés, de plus en plus ouverts, avec des formats qui sont de plus en plus accessibles. Et petite news, ce matin vient d'être mise en ligne sur ce portail data.adem.fr la nouvelle base carbone, donc la version 18, qui est arrivée hier sur basecarbone.fr et qui est aujourd'hui sur ce site d'Open Data. Voilà pour la petite annonce sur la base carbone. Alors,
dans tout ça, pourquoi Ecolab? En fait, donc il y a toute cette expertise, toutes ces données, et on s'est dit qu'il faudrait que tout ça arrive encore plus massivement au plus près des citoyens pour justement les aider à comprendre ce qui est en train de se passer sur le changement climatique et à changer, à se mettre dans cette transition. Et donc on a décidé de développer ce service Ecolab, donc en partenariat avec beta.gouv.fr, qui est une méthode pour concevoir des services publics numériques autrement. L'idée, c'est d'investiguer tout d'abord une problématique au sein d'une administration ou d'un territoire. Il y en a aujourd'hui plus d'une centaine qui sont impliqués pour développer des services publics un peu différemment, et ensuite de construire et de développer progressivement une solution qui est ensuite voilà, de plus en plus déployée, et c'est le cas donc pour Ecolab. Alors je reviens donc à la question de ce matin qui nous réunit, là, les citoyens, est-ce qu'ils sont un réel moteur de la transition bas carbone? Je ne vais pas revenir sur le débat collectif, individuel. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je souscris très largement. Et finalement, comme disaient César et Tom, il faut faire les deux. Donc oui, pour nous, les citoyens sont indéniablement une des clés à cette transition. Ils ont un vrai rôle à jouer, mais on l'a vu, la marche, ou en tout cas la descente, est très importante, et donc la transition est vraiment complexe. Et on pense qu'il faut leur faciliter la tâche si on veut embarquer le plus grand nombre le plus rapidement possible. Et du coup, pour faciliter ce passage à l'action, il nous semble qu'il faut un des moyens, c'est d'apporter l'information au bon moment, d'essayer de toucher les particuliers lorsqu'ils sont en train de prendre une décision, lorsqu'ils se posent des questions, lorsqu'ils sont en train d'acheter, de consommer. Et donc pour apporter cette information, cette bonne information, il faut aussi être au bon endroit, sans doute s'insérer dans les routines qu'ils utilisent déjà, dans les services qu'ils ont déjà. Si je prends un exemple pour être un peu plus concret, sur l'alimentation par exemple, on a identifié à peu près 4 grandes étapes du parcours d'achat alimentaire. On va tous plus ou moins s'y retrouver, donc on a souvent une idée de recette, on établit une liste de courses, et puis ensuite on se rend dans un magasin ou en ligne pour sélectionner nos produits, et puis on n'y coupe pas, il faut bien payer. À chacune de ces 4 grandes étapes, eh bien, il y a différentes interfaces, plus ou moins numériques ou physiques, mais en tout cas qui sont des lieux sur lesquels on peut exposer de l'information pour sensibiliser et indiquer que tel ou tel produit a plus ou moins d'impact sur l'environnement. Et donc, c'est ce que veut faire Ecolab, c'est s'appuyer donc sur ces relais, sur des relais pour démultiplier l'impact de l'ADEME et donc toucher les particuliers, déjà ces communautés qui sont fédérées autour de ces acteurs. Alors là, j'ai pris l'exemple un peu simple pour bien comprendre, donc l'exemple des applications, mais ça peut aller aussi bien au-delà sur des sites qui s'adressent au grand public, y compris évidemment les médias. Et en fait, on a aussi mis en place Ecolab parce qu'on s'est rendu compte que eh bien, ces acteurs, ce type de réutilisateurs, ils avaient des besoins assez spécifiques en termes de format de données, de compréhension des enjeux, etc. Et on n'avait pas forcément toujours le temps à l'ADEME de répondre à ces questions dans nos différents, pour les différents experts impliqués. Et bien aussi ces acteurs de réutilisateurs que j'évoquais n'avaient pas forcément ni le temps ni la facilité de trouver les bons interlocuteurs. Et donc Ecolab se positionne vraiment comme cette interface entre des réutilisateurs et l'expertise de l'ADEME sur différents sujets. Pour l'instant, on a travaillé sur l'alimentation, le logement, les déplacements et puis donc le bilan carbone personnel. Ce qui m'amène à vous présenter donc un peu l'offre qu'on a développée, qui est un peu en deux grandes catégories. Une première qui est de proposer des outils de référence facilement intégrables. Là, on vise plutôt donc des responsables de contenu web, des journalistes, voilà, des acteurs qui voudraient proposer par exemple un petit calculateur CO2 simple, fiable aux visiteurs de son site, mais qui n'a pas les compétences ou le temps pour le développer, et donc qui veut quelque chose de facile à intégrer.
Je vous montrerai juste un peu après un exemple de ce qu'on propose. Et puis une deuxième cible à laquelle on s'adresse, qui est plutôt une cible de développeurs, développeuses, des responsables produits qui là veulent faire évoluer leur service, leur application pour par exemple apporter de l'information CO2 et ils ont besoin d'une librairie de calcul et de données fiables. Voilà cette offre que je vais détailler un tout petit peu par la suite et le fil rouge ou la base de l'offre, c'est pour toutes ces cibles apporter des données fiables sur les sources de l'ADEME qui sont à jour. On garantit aussi de recueillir et d'intégrer les retours des utilisateurs. On apporte une documentation pour que toutes ces données soient le plus facilement possible compréhensibles et intégrables. Et puis on accompagne aussi à travers de différents ateliers que je vais présenter. Donc sur ce premier champ, des outils donc, de référence qui sont facilement intégrables. Vous voyez à gauche un premier exemple de cette offre sur les transports. Vous voyez que ça bouge, alors c'est un petit peu petit, mais il ne faudra pas hésiter à vous rendre directement sur notre site, ecolab.adem.fr/transport. Et donc vous pourrez voir ce petit calculateur qui permet de facilement visualiser et comparer les différents modes de transport, que ce soit du transport de courte distance ou de longue distance, et ainsi vraiment de se rendre compte de l'ordre de grandeur entre chacun de ces modes. Et donc ce calculateur, on l'a voulu facilement intégral, donc c'est juste un iframe, c'est juste un petit bout de script, pour ceux qui comprennent ce que je dis, qu'on peut intégrer sur n'importe quel site. À droite, notre exemple, c'est notre calculateur de bilan carbone personnel qu'on est en train de développer avec l'ABC sur la base de Micmac, donc en partenariat aussi avec Avenir Climatique. Et là, c'est évidemment un bilan carbone comme Micmac le fait, avec en plus des propositions d'action de réduction. C'est-à-dire qu'à la fin du bilan, on aura différentes pistes concrètes pour réduire son bilan et bien sûr adapté à ce qu'on aura saisi. Donc, j'ai pas de date précise à vous annoncer, mais on espère une première sortie avant l'été. Je reviendrai peut-être juste à la fin, j'ai une petite annonce à vous faire là-dessus. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, un socle, d'apporter toujours des données qui restent à jour. Par exemple, le calculateur qui défile toujours à gauche, dès qu'il y a une mise à jour sur des données, elles sont intégrées et tous les sites qui ont intégré cet iframe sont automatiquement mis à jour. Et donc, les particuliers ont toujours la version à jour pour pouvoir comparer les différents modes de transport. On recueille donc les retours via des petits questionnaires. Il y a une documentation pour ceux qui le veulent. Et puis, je vous le disais juste avant, donc on organise des ateliers pour présenter ces données, ces calculateurs et répondre aux questions et réponses. Et avoir un échange autour de ces données. Pour un public de développeurs qui souhaitent vraiment intégrer cette question environnementale dans son produit, et bien là, si je reste sur le calculateur de déplacement, et bien on laisse tout ouvert. Il peut librement accéder à la fois aux données et au code source, donc sur GitHub, qui est l'interface largement utilisée par les développeurs, et soit le reprendre tel quel, soit le reprendre pour l'améliorer. Il peut aussi nous faire directement des propositions via GitHub, c'est fait pour ça, et puis à nous de voir si on les intègre ou pas. Et côté bilan carbone personnel, donc toutes les données seront aussi ouvertes. Bon, il a déjà toute la base carbone sur data.adem.fr, mais tout le calculateur sera également ouvert. Et puis je parlais de ces actions de réduction, donc toutes ces fiches actions de réduction, donc qui comporteront, qui seront chiffrées de manière précise. Je réduis le véhicule, enfin je réduis la voiture de 50%, et bien on pourra facilement dire la réduction en termes de GES que ça occure, et donc avoir des fiches assez précises. Et bien tout ça sera aussi disponible dans un format qui pourrait être réintégré par les développeurs. Et aussi dans un format un peu plus classique, entre guillemets, PDF, pour ceux que ça intéresse, évidemment. Alors j'en arrive à la fin de ma présentation, juste pour vous dire que si vous avez d'autres questions, évidemment, n'hésitez pas
soit nous écrire, soit aller sur notre site web. Et puis donc la petite annonce que je voulais faire, c'est que pour information, donc on aura un webinaire fin juin sur justement comment intégrer et utiliser les données de la base carbone qui vient de sortir et avec plus de précision sur ce bilan carbone personnel, ce coach qu'on est en train de finaliser avec l'ABC. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter si vous voulez suivre l'actualité. Je pense que l'ABC aussi relaiera l'information. Voilà, merci à tous. Merci à toi, Martin. Merci à nos trois intervenants. Je propose qu'on passe aux questions. Juste avant, je vais remettre un lien dans le chat vers un sondage. Donc, c'est une deuxième question et vous allez, je pense, comprendre la finalité de cette question. En tout cas, n'hésitez pas à répondre. Alors, je le mets tout de suite. Attendez, excusez-moi. Deuxième sondage plutôt. Donc voilà, on partagera les résultats des sondages au sein du mail qui sera envoyé avec le replay et les présentations. Donc tout de suite, je réponds à certaines questions générales, hein. Vous aurez accès aux présentations qui ont été faites. Donc il y aura un mailing qui sera fait avec le replay, le résultat des sondages et les présentations. Il s'avère que sur le premier sondage, donc ça sera probablement le même problème sur le deuxième, il y avait une limite de 40 participants, on n'était pas au courant, donc voilà, c'est la première fois qu'on le fait. Bravo aux 40 premiers, et puis je m'excuse pour les 40, enfin pour les personnes suivantes. Je vais répondre, enfin il y a une question générale, une autre, et après il y a pas mal de questions pour chaque participant. D'ailleurs, César, Tom et Martin, si vous voulez vous devez avoir accès justement à la page des questions, donc vous avez peut-être justement une vision de ce qui peut vous être demandé. En tout cas, sur la question générale sur l'épargne, il y a une question qui dit on ne parle jamais de l'épargne des citoyens. Quid de l'impact et de la mesure des euros sur nos comptes? Alors c'est en effet quelque chose, c'est une problématique on en parle, enfin là on n'en a peut-être pas en effet parlé, c'était pas non plus dans le rapport Carbone 4 faire sa part, c'était peut-être pas une action, César l'a bien dit, hein, elle se voulait pas toute exhaustive, c'était celle qui semblait qui était le plus courante, mais en tout cas en effet transférer ces épargnes on va dire vers une banque plus verte, c'est des actions citoyennes qui maintenant commencent à émerger. Il y a beaucoup de rapports qui se sont quand même, il y a des institutionnels et des ONG qui s'y sont intéressés. Il y a notamment le Oxfam qui a travaillé sur ces questions, et à l'échelle, on va dire un peu plus internationale, il y a le rapport BankTrack qui aborde ces questions et donc qui essaie de chiffrer du moins pour BankTrack les émissions associées aux plus grandes banques d'investissement à l'échelle mondiale. Donc parmi elles, il y a 3 banques françaises. Et Oxfam, eux, essayent aussi d'avoir cette relation et ainsi que le Shift, donc le Shift Project qui mène sa réflexion pour avoir un peu essayer de sortir une sorte de facteur d'émission pour corréler un kilo euro, un millier d'euros à 1 kilogramme de CO2. Voilà, pour avoir justement un facteur d'émission sur l'épargne sur l'épargne des individus. Juste un tout petit complément là-dessus, si tu permets, Benjamin. Donc il y a, peut-être que Tom aura aussi des éléments, parce que donc dans Micmac, il y a une première estimation qui est faite entre actifs classiques et actifs responsables. Et donc dans le calculateur qu'on développe sur la base de Micmac, on a essayé de reprendre aussi ça. Donc il y aura cette première ordre de grandeur qui sera proposée. Voilà, maintenant on va dire les outils d'évaluation d'empreinte carbone personnelle, maintenant on va dire, les plus poussés, on va dire, ou ceux qui essayent d'être le plus exhaustifs, vont intégrer évidemment une question sur l'épargne citoyenne. On réalise vraiment que nos économies peuvent servir quand bien même on est engagé, le choix de notre banque est aussi un engagement par lui-même en fonction des activités qu'elle finance. Pour ce qui est alors je sais pas si Martin, César et Tom, vous avez accès, je pense je propose qu'on
qu'on balaye les questions. Il y en a, je pense pas énormément, mais ça va. N'hésitez pas d'ailleurs à répondre même ou à compléter si elles ne sont pas forcément en lien avec vos problématiques. En tout cas, voilà. Donc il y a une question sur l'application Greenly pour diminuer son empreinte carbone. Je les connais pas personnellement, mais en tout cas, c'est des acteurs qui émergent. Il y a de nombreux acteurs maintenant qui jouent le rôle d'essayer de sensibiliser et de rémunérer cette sensibilisation aussi parfois, ces actions, cette réduction d'empreinte carbone. Donc c'est des acteurs qui sont amenés à émerger. C'est, je pense, une bonne chose dans le paysage de la transition. Quant à juger après si Greenly est plus pertinent qu'un autre, je ne saurais pas dire, et quand même je le saurais, je pense que c'est pas le lieu pour décider de savoir si c'est mieux qu'une autre. En tout cas, c'est des acteurs qui émergent, et ça c'est une bonne chose. Peut-être Pour un ce petit qui mot est, là-dessus, ouais, sur Greenly, vraiment très rapidement. Je pense que toute initiative visant à accroître la connaissance des citoyens sur leur empreinte carbone, c'est une bonne chose. Il faut juste avoir en tête les limites intrinsèques à l'approche dite monétaire, c'est-à-dire de jongler, de manipuler des ratios monétaires, c'est-à-dire des tonnes de CO2 par euro dépensé pour telle activité ou telle consommation. En fait, c'est intéressant parce que ça donne des ordres de grandeur, mais il y a forcément des choses à raffiner en termes de précision. Et un exemple, par exemple, il me semble que Greenly a fait une étude pendant le confinement sur la diminution de l'empreinte carbone des Français. Et fin mars, ils ont annoncé que pour eux, l'empreinte des Français avait diminué de 62%. Or, on sait maintenant, grâce aux travaux du Global Carbon Project, que la baisse maximale qu'on a estimée en France d'émissions, c'était plutôt de maximum 30% et en moyenne plutôt dans les 5-10%. Donc voilà, c'est pour montrer un petit peu le degré d'incertitude, mais ça reste vraiment très intéressant d'avoir des outils numériques qui essayent de booster la connaissance de notre empreinte, ça c'est sûr. oui, oui, ça c'est en effet, c'était important de préciser cette limite des ratios monétaires. En tout cas, c'est des acteurs qui sont amenés à se développer et qui prennent leur place qui prennent leur part, on va dire, dans la sensibilisation des individus. Euh, Est-ce que, alors, pour répondre sur les sources des calculs de l'étude faire sa part, ça, je vous invite à voir directement avec peut-être César, je ne sais pas si c'est accessible ou pas. En tout cas, ça pose la question sur la question qui est que vous pensez que ce message un peu de dire que les actions individuelles doivent être remplacées en fonction de leurs enjeux serait contre-productive, notamment au moment où les gens commencent à être concernés par cette démarche. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est plutôt c'est des points de vue, hein. Je pense que là, c'est la sensibilité de chacun, mais justement de faire porter absolument tout ce changement sur les individus, je trouve que c'est un poids énorme à avoir, et que de réaliser qu'on est une partie de la solution et qu'on fait partie de quelque chose de plus général, je trouve que c'est quand même plus libérateur que de savoir que tout repose absolument sur moi, et que justement, donc c'est sur moi directement, et qu'il y a des leviers indirects qu'on peut activer pour moi. Je trouve que c'est plutôt libérateur de savoir qu'on n'est pas responsable qu'on n'a pas apporté toute la transition vers une société bas carbone. Je sais pas, César, si toi tu as peut-être un point de vue différent, nuancé, je sais pas, sur ce message peut-être Sur cette plutôt remarque, contre-productif. Ouais. ouais, donc la remarque consiste à dire que le message est contre-productif. Donc je suppose que le message en question, c'est de dire que on doit tous diviser par 6 nos émissions, enfin, en Mm. tout cas que l'empreinte carbone moyenne doit diviser par 6. Pour moi, c'est un message qui n'a pas vocation à être productif ou contre-productif, Oui, c'est hein, un message factuel ça qui oui. ne fait que souligner une réalité physique qui est qu'on émet 6 fois plus que ce qu'il faudrait émettre pour que le système planétaire soit dans un état de neutralité carbone. Donc à partir du moment où on se dit ça, la question du productif contre-productif, elle se pose, mais la première chose à dire, c'est que c'est un élément factuel. Et moi, je suis à titre personnel partisan de la vérité et des discours finalement
cash et honnête, puisque pour moi, c'est la seule manière de prendre la pleine mesure du problème et de se mettre en marche d'action, quoi. Donc de là à dire que ce discours-là amène directement à l'action, je suis pas sûr. En effet, hein, il faut le transformer, il faut le décliner en finalement des actions peut-être plus court terme, plus concrètes. Mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ce constat très simple et très clair qui est on émet 6 fois trop. Voilà. Et je suis d'accord avec toi, Benjamin, sur le fait que, à titre personnel, je trouve que c'est d'une certaine manière libérateur de se dire que notre part en tant que citoyen consommateur est importante, mais que c'est surtout au niveau de l'action vers la mise sous pression des verrous systémiques qu'on est attendu en tant que citoyen. Pour moi, c'est vraiment l'arrivée dans le champ climat du politique au sens large, c'est-à-dire l'action du citoyen sur la cité et de sortir finalement notre appréhension de l'action climat de notre simple sphère domestique pour la porter dans la rue, dans l'agora, dans la sphère publique. Donc pour moi, c'est vraiment important de souligner ça. Bah, je suis complètement d'accord avec ça et c'est parfait parce que ça fait la transition avec donc une question qui touche directement, on va dire, aux moyens de faire sauter ces verrous techniques qui sont posés sur la présentation de Tom sur Avenir climatique, sur l'impact de l'effet mimétique, donc quid de la norme sociale, voilà, voir son voisin prendre le vélo, des choses comme ça. Et aussi sur une remarque plutôt que sur l'agressivité de certains mouvements écolos, donc radical, désobéissance civique, action directe, pour convaincre et éduquer. Et en effet, c'est là où de faire pression sur ces verrous socio-techniques, ces systèmes, voilà, on rentre dans le champ du politique complètement. Oui, pardon, je vais partager mon écran, on me fait la remarque. Je vais repartager mon écran avec les questions, comme ça tout le monde les aura. Autant pour moi. Pour rebondir sur cette question-là, nous, à Avenir Climatique, on pense vraiment que pour lutter contre le changement climatique, il y a un ensemble de stratégies et donc d'outils, et que ces stratégies, il faut toutes les utiliser. Donc à la fois, donc la sensibilisation, c'en est une, mais faire pression sur à la fois, par exemple, votre commune, votre collectivité locale, c'en est une autre, par les plans climat. Soit d'entreprise, c'est encore une autre. Donc on pense vraiment que toutes ces stratégies sont à activer. Et c'est vraiment, nous, on a compris ça quand on a lu le rapport voilà, de Carbone 4 faire sa part. C'est une citoyen, ça suffit pas, mais du coup, on pense vraiment que ça permet de lier, c'est du lien avec d'autres personnes et pour s'organiser, pour mener des actions et pour qu'on aille plus vite. Parce que finalement, l'idée, c'est, je le vois aussi dans les questions, c'est de trouver des synergies. Aujourd'hui, par exemple, si vous êtes une asso où vous êtes toute seule, vous allez avoir d'impact, mais si vous parlez avec d'autres associations, d'autres personnes de votre territoire, je pense que l'impact peut encore être décuplé. Donc finalement, c'est le rapport à faire sa part, c'est dire seul, je vais pas y arriver. Par contre, il faut passer à l'échelle. Il faut euh, engrainer d'autres personnes dans la lancée. Et là, la question sur l'effet mimétique, effectivement, si mon voisin est exemplaire et si je dis bah finalement c'est moi j'ai fait ça, je vais en vélo au travail ou je prends plus l'avion, je pars en vacances en Ardèche et c'est positif. Il y a aussi derrière cette question éthique de prendre un récit positif, de dire bah finalement c'est pas grave si je vais pas en vacances aux Maldives. Euh, il faut aussi rendre positif certaines actions qui pourraient paraître un peu voilà désagréables au début, mais finalement qui ne le sont pas. Oui, oui, c'est l'effet. Oui, ça, c'est un effet indéniable. Ce que je voulais dire, moi, c'était qu'en effet, là, on rentre tout de suite, comme l'a dit César, dans l'aspect. On repolitise la chose, en fait. Et donc, certains vont aller jusqu'à l'action complètement directe pour justement essayer de faire émerger cette question écologique dans un débat, dans les médias, dans les choses de faire peut-être réaliser aux gens que des gens sont prêts à s'enchaîner à un truc pour une question qui leur semble fondamentale et de faire émerger ce débat. Pour ce qui est ensuite, en effet, dit Tom, la mobilisation, l'effet mimétique, les groupements citoyens. Une personne fait la remarque qu'il y a beaucoup déjà de lobbies, de comités citoyens et qu'il y a peu de synergie. Alors ça, c'est peut-être des choses qui en effet c'est des écueils qu'on peut retrouver. J'ai pas la pertinence enfin je prétends pas avoir la réponse exacte sur l'organisation qui devrait être menée à l'échelle citoyenne. En tout cas, euh, de voir fleurir un nombre de comités toujours plus important, notamment à l'échelle locale,
des coopératives, des organisations citoyennes, ces choses-là, je pense que c'est pour le mieux. En effet, peut-être qu'on peut juger qu'on est encore très loin des objectifs, oui, comme l'a montré Tom. En tout cas, quand on regarde le suivi avec donc c'est comme c'est fait par le RAC, hein, le réseau Action Climat, l'Observatoire du climat et de l'énergie, on est loin des objectifs de réduction et quand bien même les premiers bilans carbone ont été, enfin les premiers budgets carbone ont été dépassés et on les a rehaussés sur la période 2020-2024, on les a rehaussés. Donc c'est quand même déjà peut-être un constat de retard, un semi-constat d'échec. En tout cas, je pense pas qu'on puisse juger de la non-pertinence de la prolifération de comités citoyens, quand bien même je peux constater qu'il peut-être manque de coordination entre les acteurs. Pour ce qui est, il y a une dernière question, après peut-être on passera à, euh, à, à Martin. Il y a en effet une remarque sur qu'il y a beaucoup de plateformes et d'initiatives de calculateurs et de bilan carbone qui apparaissent. Et en effet, apparemment, enfin, donc ça c'est un fait. Cette personne remarque qu'elles ont l'air de parler toujours à des gens qui sont sensibilisés. Pourquoi en développer encore? Alors, sensibiliser, pas évidemment que les gens sensibilisés vont utiliser ces outils. Il y a quand même de plus en plus de gens qui en sont au début de leur démarche, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience qu'il y a et ça Martin peut-être tu confirmeras, mais je pense que tout le monde peut-être le confirmera, mais qu'il y a une urgence, qu'il y a un changement nécessaire à mener. Comment le mener? Et donc c'est là où on va peut-être justement aller toucher les personnes qui ont une empreinte carbone plutôt moyenne, voire peut-être légèrement supérieure, légèrement inférieure, et qui ont besoin de contenu, d'action de transition, de sensibilisation justement sur cette incitation à changer. Évidemment que les gens qui sont déjà sensibilisés vont continuer à utiliser ces outils pour peut-être se rassurer, ces choses-là. En tout cas, je ne sais pas si peut-être que justement il y a nécessaire il faudrait, je sais pas, c'est une question ouverte, hein, mais est-ce qu'on n'a pas besoin d'une massification pour qu'elle rentre dans le quotidien comme on rentre une appli bancaire ou comme on rentre le fait maintenant d'aller voir ses comptes sur Internet pour une grande majorité d'entre nous, pas pour tous évidemment, mais voilà, c'est une question légitime qui se pose. Peut-être Martin, tu as. Ouais, pardon, je souscris complètement. Un petit complément, donc là l'idée du calculateur qu'on est en train de développer, Ecolab ADEME et puis ABC, donc c'est pas en faire un énième, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. On s'était dit voilà, qu'on voudrait en proposer un porté par deux acteurs un peu de référence sur le sujet, un peu neutre, et puis surtout qui puisse être ouvert à la réutilisation. Parce que si on veut massifier, comme tu le disais, on voit des initiatives, on parlait de Greenly tout à l'heure, enfin voilà, différents acteurs ont envie de parler CO2, climat un peu partout. Il faut aussi pouvoir les outiller pour pas qu'ils redéveloppent un nouvel outil, un nouveau calculateur. Là, notre objectif, c'est bien de leur mettre à disposition quelque chose qui est un peu clé en main, qu'ils n'ont plus qu'à intégrer pour pouvoir massifier plus rapidement. Très bien. Est-ce que alors oui, oui Martin, tu voulais que je peux répondre, donc j'ai pas trop de questions. Je vois que je pense qu'il y a quelqu'un de l'équipe qui a répondu directement donc à la deuxième question sur la droite là. Effectivement, hein, c'est un calculateur qui est plutôt fait avec des mix pour la France, en particulier pour l'électricité et puis même pour la voiture thermique, c'est des moyennes françaises. Donc voilà, c'est plutôt adapté à un contexte France, même si les ordres de grandeur globalement restent pas trop faux ailleurs, mais il faut plutôt le garder pour la France. Et puis sur la première question, là, est-ce qu'il y a une base de données carbone publique qui peut permettre d'évaluer donc la pertinence des propositions que peut faire un groupe dans une entreprise, si j'ai bien compris. Donc oui, il y a la base carbone qui est publique, gratuite et donc accessible librement. Après, je vous invite à l'ouvrir, c'est pas forcément hyper compréhensible tout de suite. Donc là, peut-être plutôt des outils de type bilan carbone personnel pourront vous aider à avoir des ordres de grandeur. Mais là, moi, j'ai pas plus de propositions que ça. Je sais pas si mes collègues veulent compléter. Ouais.
là-dessus, parce que alors, je pense que cette question sur la base de données carbone publique, enfin, donc sur l'évaluation en fait des idées et des actions salariales, enfin au sein d'une entreprise, j'ai l'impression que ça s'adresse. On sort déjà un peu du cadre de la partie Un peu, oui. individu. En tout cas, alors il n'y a pas à ma connaissance, il n'y a pas de référencement des actions. Donc là, on va parler un peu sur le parti entreprise, organisation. Il n'y a pas de base de données comme ça répertoriant vraiment l'action à faire aux fonctions de la taille de l'entreprise. En tout cas, ce qu'il existe, que l'ADEME a mis en place depuis longtemps, il existe des guides sectoriels par secteur d'activité qui permettent d'identifier les postes les plus émetteurs en fonction de l'activité dans laquelle on est et de permettre aussi de mettre les actions en relation avec cette activité. Donc, ça peut faire écho notamment aux actions ça peut faire écho aux actions des salariés, mais elles sont surtout orientées sur l'activité de l'entreprise. Pour ce qui est de l'action des salariés, en tout cas, si c'est mettre en place des systèmes de covoiturage, recycler le papier, des choses comme ça, c'est des gestes qui sont quasiment tout le temps intéressants à mettre en place, étant donné qu'ils mettent un peu le pied à l'étrier et qui commencent à inciter les, les collaborateurs, les employés à raisonner en termes d'empreinte aussi et d'impact. Donc c'est quand même intéressant. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, si c'est d'un point de vue entreprise, n'hésitez pas à consulter ces guides sectoriels. Et il y a pas mal de témoignages dans alors j'avais fouillé il y a quelques temps dans la bibliothèque numérique de l'ADEME, il y a des témoignages à la fois territoire, à la fois de certaines expérimentations, d'actions mises en place. Voilà, c'est sur l'aspect vraiment plutôt entreprise, on va peut-être passer un peu plus vite. En tout cas, si pareil, existe-t-il un réseau national de salariés impliqués dans la transition écologique? Je ne sais pas. Je sais qu'il existe le REFED, donc qui est le réseau le réseau des étudiants français engagés dans le développement durable. Peut-être que eux ont des informations s'il existe une suite à l'échelle salariale. Je ne sais pas si vous avez Martin, César ou Tom, si vous avez des connaissances de réseau là-dessus, à l'instar d'un REFED, des choses de ce genre. Non, je sais qu'il y a pas pour lui faire de pub, mais je sais qu'il y a un syndicat qui est en train de se monter, qui est vraiment, qui met au cœur vraiment les actions écologiques dans son ADN, mais j'ai pas pas des D'accord. réponses plus précises là-dessus, non. D'accord. En tout cas, voilà, ces questions étaient on les a balayées parce qu'elles avaient le mérite d'exister. Elles sont assez orientées entreprise. Alors, il y avait une question intéressante. On va revenir, qui va faire le lien, je pense, avec donc les aspects enfin, socio-techniques, socio-économiques. On parle Excuse-moi, souvent des. Benjamin. Ouais, Est-ce j'aurais que tout. tu Oui. peux zoomer sur la Ouais. question que tu poses parce qu'il y a des personnes dans le chat qui posent des questions, je pense, qui ne sont pas forcément sur D'accord. l'espace questions. Donc, ça nous Ok. permettra à tous de lire la question et de suivre la réponse. Merci. D'accord. Donc c'était une. Merci, j'aurais tout. Autant pour moi. Donc c'était une question sur les comportements et les émissions effectives suivant les catégories socio-professionnelles. Et donc, est-ce qu'on doit justement, parce que évidemment, il est au même titre qu'on corrèle souvent émissions et croissance économique à l'échelle macroéconomique, il est souvent corrélé l'impact, enfin, de toute façon, il est toujours corrélé l'impact carbone en fonction de la consommation, cette consommation étant liée à sa catégorie souvent socio-professionnelle. Est-ce qu'il faudrait du coup inclure ces questions essentielles dans les démarches, pas dans, alors, pas dans la démarche de comptabilité pour savoir combien on émet, ça c'est assez factuel, hein, c'est des actions de consommation avec un facteur associé. Par contre, dans la question du traitement de ces émissions, en effet, tout de suite, on revient dans porter ce débat dans la sphère politique, dans les aspects comportementaux, dans les aspects culturels. Voilà, c'est tout de suite on arrive dans un environnement socio-technique et savoir si on doit appuyer plus fort sur les émissions des personnes émettant le plus par leur catégorie socio-professionnelle. C'est des questions qui sont légitimes de se poser. Et en effet, ça permet d'avoir ce débat
clé sur, enfin, ça repolitise la chose au sens où elle, pas droite-gauche, mais au sens, on remet la place de la justice, une justice climatique, comme on arrive dans notre système, on arrive à envisager une justice sociale. On pourrait avoir une justice climatique. C'est des choses qui sont en effet intéressantes à évoquer. Je ne sais pas si Tom, César ou Martin, vous avez peut-être un... Là, j'ai donné un point de vue personnel qui n'engage pas d'ailleurs forcément l'ABC, mais c'est vrai que c'est tout de suite on va rentrer dans des notions qui vont toucher à notre sensibilité personnelle, à notre vision du monde et des rapports socio-économiques. Si je peux Martin, répondre à peut-être la... Tom, César. Oui. Si je peux répondre à la question, du coup, là, il y a une étude très intéressante qu'a publiée l'OFCE donc en début d'année, en janvier, et qui a notamment décomposé les émissions de GES selon les déciles de niveau de vie. Donc, déciles, par exemple, quelle comparaison entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches. Donc là, on voit que, bon, sans surprise, quand on est plus riche, on émet plus. Donc, on a un impact un peu plus fort. Donc, je pense qu'il y a aussi une vraie question, sur, comme tu as dit, sur qu'on a vu avec les gilets jaunes et la taxe carbone. Si on met une taxe carbone, si demain, elle prend pas en compte les inégalités sociales et n'a pas un effet notamment redistributif, c'est pas une taxe carbone qui sera acceptée socialement. C'est pas quelque chose qui sera en tout cas, efficace. Je pense, en tout cas, c'est à titre personnel, pour réduire les émissions. Enfin, donc, prendre en compte ce levier-là, c'est ce qu'a fait notamment la Convention citoyenne pour le climat, qui a été organisée après notamment les Gilets jaunes, après le grand débat, après pas mal de choses. Et je pense qu'ils réfléchissent à la question. Et je vous invite aussi à voir les mesures, ça avait chuté il y a pas longtemps, qui vont proposer et qui vont remettre au gouvernement et Emmanuel Macron dans les prochains mois. Je pense qu'il y aura des choses très intéressantes à voir sur cet aspect-là. En effet. Il y a une question, je pense que, alors ça fait écho à ce qu'on a dit aussi au début sur la question des actifs échoués dans les bilans des banques sans déstabiliser le système. C'est quelque chose qu'on aborde dans les MOOC, dans la saison 1 notamment, ainsi que dans la saison 3, c'est-à-dire que, en effet, euh, comme l'a très rapidement évoqué Tom, on a des investissements, des carbone lock-in, c'est-à-dire des investissements faits dans des énergies carbonées. On a des actifs qui ont financé ces choses-là. Et en effet, si on se retrouve à avoir en fait enfin, je pense que c'est le sens-là de la question. Si on se retrouve à avoir des réglementations environnementales à l'échelle mondiale ou même à l'échelle européenne plus contraignantes, avec notamment un prix de la tonne de CO2 qui pourrait monter drastiquement, peut-être 100, un jour 200. Quelle est la viabilité de ces actifs et donc en effet les structures économiques possédant des actifs dedans, comment elles soutiennent leur stabilité, donc soit par un abandon prématuré, donc c'est-à-dire un taux de rentabilité très faible, soit par des, des mesures coercitives extrêmement difficiles. Donc ça, c'est une question qui se pose au niveau macroéconomique. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits là-dessus, notamment BankTrack, c'est assez intéressant justement sur cette perspective. Après, je pense que peut-être Tom ou César, vous serez peut-être plus à même à répondre sur ces questions peut-être macroéconomiques. Allô? Ouais. Est-ce que oui? Alors, sur cette question d'économie d'actifs échoués dans les bilans des banques, euh, donc là, vraiment, comme l'a dit Benjamin, je vous invite à voir donc une des vidéos du MOOC saison 1 où on parle notamment du fait que est-ce que finalement ces actifs dans les banques, ces actifs pétroliers des banques, risquent pas de créer une bulle financière pour l'interrogation. Je pense que je ne suis pas spécialiste de la question, mais je pense que c'est intéressant et je vous invite aussi à lire le livre de l'or noir de Mathieu Zano qui récupère un peu les grands enjeux dans le pétrole et qui en parle aussi à la fin du livre. Je pense que ça, c'est un ouvrage qui, en tout cas, qui répond très bien à la question des banques qui investissent dans les actifs pétroliers, charbonniers ou gaziers.
En effet. En tout cas, il est sûr que maintenant, il y a de plus en plus d'études économiques qui s'intéressent à l'adaptation au changement climatique. Est-ce que ça... Alors, il est maintenant documenté que ne pas, enfin, ne pas s'adapter au changement climatique, ne pas faire les efforts de transition maintenant coûteront... donc, de ne pas faire ces efforts, ça coûtera plus cher que continuer un monde tel quel et de par les conséquences des changements climatiques, il y aura un coût plus élevé à la fin si on ne fait rien que si on essaye de se transformer maintenant. C'est notamment la phrase souvent, un monde plus 2 degrés n'est pas assurable, au sens où on l'a bien vu d'ailleurs avec le Covid, sur le fait que certaines compagnies d'assurance évoquent le fait que c'est inassurable. On ne peut pas faire jouer les clauses d'assurance étant donné qu'elles sont appliquées à l'ensemble de la population. Le principe de l'assurance étant que tout le monde cotise et que quand un petit groupe est victime, il puisse être indemnisé. Quand cette conséquence du changement climatique s'appliquera à des pays entiers ou à des zones entières, difficile d'envisager déjà la notion d'assurance, et quand bien même c'est sur des petits groupes, ça sera des montants qui deviendront de plus en plus conséquents. Oui, il y avait une question sur peut-être une dernière avant de terminer. On a un peu dépassé le temps imparti sur la mesure coercitive contraignante que peut mettre en place un maire sans le soutien des citoyens. Donc là, c'est vrai que tout de suite on retombe dans la question, et on l'a bien vu en effet sur dans le sondage, hein, qu'est-ce qui selon vous vous permet vous incite, un facteur clé de l'incitation au changement, c'est la sensibilisation, la formation, la culturation. Donc je pense qu'en effet c'est pas juste, enfin en plus on est confronté là tout de suite aussi à de la politique au sens vraiment politicienne, c'est-à-dire que de prendre des mesures coercitives contraignantes, ça favorise pas la réélection en général. Si les gens sont pas concernés, évidemment. Donc, au-delà de ça, en effet, il y a avant de mettre en place ces mesures-là, il y a toujours un volet, de toute façon, de formation, de sensibilisation, d'acculturation. Et ces mesures coercitives contraignantes, elles ne peuvent pas se mettre en place sans des incitations à côté, hein. Il existe notamment sur la gestion des déchets, hein, la politique de gestion des déchets, il y a souvent mis en place la tarification incitative. La tarification incitative qui est, dans un premier temps, rémunère les personnes faisant l'effort de réduire leurs déchets à la source, dans la finalité pour certains de justement faire en sorte que cette réduction devienne la norme, ce volume réduit devienne une norme, pour que derrière, après, soient sanctionnées les personnes n'ayant pas fait cet effort de transition. C'est là où on se retrouve dans l'urgence climatique, mais d'ailleurs, on va se retrouver de plus en plus dans une urgence climatique. On est dans l'urgence climatique, mais on va se retrouver de plus en plus. Et à quel point on doit faire vite arriver ces mesures coercitives, contraignantes, qui sont en effet souvent un frein plus qu'autre chose, mais voilà, on est sur un tableau de poids, de mesures, donc en effet, elles peuvent forcément s'accompagner dans un premier temps, de mesures incitatives, mais l'urgence faisant, certains auront peut-être tendance à passer à des mesures coercitives. En tout cas, sans le soutien des citoyens, c'est sûr que ça se mettra pas, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt, ça aura probablement pas de mise en place, au sens où ça favorise pas une réélection. Je pense même si je vois encore des questions, je pense qu'elles ont été abordées. C'est des réflexions. Il nous reste 5 ans pour agir, on est très loin des objectifs, on partage le constat sur le fait qu'on est très loin des objectifs. D'ailleurs, même comme viser le 1.5, on peut potentiellement, c'est pas pour décourager, mais plutôt faire une croix dessus et se focaliser sur le 2 degrés, ça serait une très bonne chose. Enfin voilà. En tout cas, les changements, je pense qu'on en partage. Après, on a répondu à on a abordé l'effet mimétique, la dispersion des acteurs. Voilà, sur en fait donc la méthodologie, très rapidement, des études de Carbone 4, faire sa part sur la prise en compte des effets socio-économiques ou sur la source. Je vous invite à contacter les auteurs, donc César qui est parti parce qu'il avait malheureusement une réunion à 10h30. Voilà, je vous invite à les contacter aussi, d'ailleurs, pour les postes à pourvoir. Je vous invite à voir directement avec eux.
Ah si, il y avait peut-être une dernière question. Là, sur la question générale, j'interviens en association pour l'accès des jeunes à l'emploi et à l'autonomie. Actuellement, le secteur du bâtiment ne propose aucun employé à la transition énergétique. Comment développer la formation et l'emploi dans le secteur? Voilà, ils n'ont pas de bonnes informations sur les enjeux climatiques systémiques. En effet, donc là, c'est vrai que tout de suite, on sort de sensibiliser ces acteurs. Ça sera notre dernière question à 45, on essaiera d'arrêter. Là, on sort de l'aspect individuel et on rentre dans le systémique, justement, comment on passe de l'autre côté des actions à mettre en place à l'échelle sociétale, à l'échelle économique, à l'échelle entreprise et à l'échelle de l'État. Donc, l'ABC fait sa part au sens où on essaye de mener des réflexions justement sur la valorisation des actions de transition. Hein, on met en place un groupe de travail là-dessus et on a des acteurs du BTP qui sont avec nous. Le but étant justement de savoir quelles actions sont pertinentes dans leur secteur. Chemin faisant, en effet, il y a peut-être un manque, et il est traduit dans la formation et dans l'emploi. C'est maintenant, notamment sur la rénovation énergétique, on sait qu'il y a un manque, que les objectifs de rénovation de bâtiments par an ne sont pas tenus là, eux non plus, notamment en fait d'un manque de formation, un manque de personnel qualifié à ces travaux. En tout cas, s'il manque de problèmes d'information et d'enjeux climatiques sur ces acteurs-là, c'est des énormes structures avec une énorme inertie, des enjeux parfois qui sont très contradictoires en ça même de leur fonctionnement. Très bien, on se joindra. Je propose plutôt que vous m'écriviez, peut-être. Alors, mon adresse, c'est benjamin.boisserie. Je vais la mettre dans le chat. Benjamin.boisserie. Je ne l'ai pas mis, je crois, dans la présentation. Carbone.fr. En tout cas, oui, en effet, c'est des choses où là, on rentre encore dans le systémique, dans le politico-économique, c'est-à-dire que des enjeux à court terme avec une concurrence mondiale exacerbée, des impératifs économiques fait que parfois, pas parfois, même à chaque fois, une vision court-termiste pour l'instant a toujours été portée par une énergie abondante et un recours aux énergies fossiles, aux énergies très carbonées. Et en effet, essayer de faire changer ces acteurs, ça nous impose donc de leur proposer des choses, mais aussi d'aller leur faire réaliser que ces visions court-termistes et cette concurrence exacerbée n'est pas forcément l'idéal pour une transition réussie. Merci beaucoup d'avoir participé. Je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous. Merci, au revoir.